L'aide médicale à mourir, et c'est bien statué dans le projet de loi, ça peut se faire en centre hospitalier, en maison de soins palliatifs et en soutien à domicile. Par la suite, c'est la volonté de la personne, bien sûr, en tenant compte là, de différents paramètres. En fait, on ne dressera pas une liste des lieux dans un projet de loi. La ministre Sonia Bélanger a déposé aujourd'hui un amendement au projet de loi concernant les soins de fin de vie, tout simplement parce qu'elle était inconfortable à l'idée que des salons funéraires puissent louer des locaux pour offrir l'aide médicale à mourir, comme nous le révélait le quotidien La Presse la semaine dernière. Bien que la ministre n'ait pas l'intention de définir des lieux pour obtenir ce soin, son objectif est quand même d'empêcher la marchandisation de l'aide médicale à mourir. On l'écoute. Les salons funéraires ne sont pas en contravention de la loi actuelle. Mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prévenir des dérapages qui ne seraient pas souhaitables. Et je le mentionne, pour moi, la commercialisation de l'aide médicale à mourir et la publicité, peu importe la forme, pour moi, c'est inacceptable. Alors, l'amendement va dans ce sens-là, puis je vais en débattre avec mes collègues. Les prochains invités sont favorables à l'aide médicale à mourir, mais nous offrent deux visions de cette situation, notamment Dr Georges Espérance, président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir. Dans la dignité, Mme Luce Desaulniers, spécialiste des rituels autour de la mort et anthropologue. Madame Desaulniers, bonsoir, bienvenue à 24-60. Merci. Docteur L'Espérance également, bienvenue à 24-60. Donc, tout un tollé. On essaie d'y mettre fin à ce tollé par un nouvel amendement déposé par Mme Bélanger. Vous venez de l'entendre dans son intention de ne pas, au fond, commercialiser l'aide médicale à mourir sans toutefois définir de lieu précis, même si la loi en définit. Docteur L'Espérance, d'abord, cette intention de bloquer la promotion et la publicité d'un service lié à l'aide médicale à mourir. Votre réaction? La promotion, la publicité, j'ai pas vraiment de problème avec une telle interdiction. Ce qui aurait été très dommageable, c'est de donner des non-lieux et d'interdire des endroits comme, par exemple, un salon funéraire où les gens sont habitués, où les familles peuvent accompagner leurs proches dans une ambiance de sérénité et de solennité, je dirais, qu'on ne retrouve certainement pas à l'hôpital la majorité du temps. Et puis à domicile, ben, c'est très bien aussi. On aimerait que la plupart des gens aient l'aide médicale à mourir à domicile, mais parfois ça ne s'y prête pas, soit que c'est trop petit, soit que c'est trop loin, etc., etc. Et en plus de ça, ben, il y a des gens qui ne veulent pas voir leurs proches mourir dans leur domicile où ils habitent. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Par ailleurs, je préciserais qu'au Canada anglais, dans tout le reste du Canada, l'aide médicale à mourir peut se donner dans différents lieux. Et ça s'est fait, par exemple, au Parc Victoria, sous des tentes d'intimité, etc., etc. Donc, ça se fait ailleurs aussi. Ça reste le choix de la personne. Madame Desaulniers, comme anthropologue, cette idée de marchandiser la mort ou ce rituel, ça vous interpelle? Ça m'interpelle pour plusieurs raisons. La première raison étant qu'on ne peut pas légiférer ou s'en tenir en termes de règlement juste à des questions qui sont carrément d'accommodation, des questions pratiques, bien qu'elles soient importantes. On n'a pas envisagé encore toutes les positions. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur l'importance du lieu en tant que vecteur symbolique et de l'avant-mort. Et le lieu et l'espace, c'est jamais indépendant du temps et de notre façon qu'on a de concevoir le curriculum autour de la mort. Il y a la maladie grave. Maladie grave n'égale pas nécessairement mourir. Mourir comme tel n'égale pas nécessairement être médical à mourir. Et il y a un moment donné où ça tranche. On tranche la vie et la mort. C'est pas la même chose basculer dans la mort, même si on essaie, évidemment, et c'est là qui est, à mon sens, un problème de dérive ou de déplacement, c'est parce que c'est bien sûr que c'est tout à fait légitime de vouloir que la mort soit le moins pénible possible. Mais de là à sauter comme une étape ou à sauter une frontière, qui est une frontière, c'est le cas de le dire, qui est une frontière temporelle, une frontière spatiale, au plan, je vous dirais, de l'impact à deux niveaux. L'impact au niveau des individus, malgré le fait que ça accommode les gens, puis que sur le coup, on trouve ça bien pratique et bien parfait et tout, ça quand même inscrit dans un mouvement de banalisation de la mort. Et l'autre élément, c'est justement le fait qu'on ne connaît pas l'impact sur nos sociétés d'une telle banalisation de la mort. Parce que là, on télescope les temps, mais on banalise aussi. Mais est-ce que vous associez la banalisation aux soins de fin de vie qu'est l'aide médicale à mourir ou au choix ou à la commercialisation, en fait? En fait, on peut l'associer aux deux. Ça dépend de la façon dont c'est fait. La banalisation, elle vient du fait que
une mesure qui était à l'origine conçue comme étant extraordinaire et exceptionnelle devient maintenant, pour répondre à des situations problématiques, graves, d'intolérables, devient maintenant comme une réponse de gestion, si on veut, à des problématiques sociales qu'on n'a pas traitées en amont, à savoir toute la question de la déprivation que les gens ont de considération, non seulement au cours de la vie, mais dans la vieillesse, dans la période du mourir, dans la période de la mort. Et l'indice majeur, c'est le fait qu'on ne trouve pas de lieux dans les hôpitaux qui sont soi-disant des lieux de soins. Et ça, c'est déplorable. Docteur L'Espérance, les témoignages que vous pouvez nous offrir des gens qui choisissent le lieu, ça se passe comment? Parce que vous pratiquez cette aide médicale à mourir très souvent. On a parlé de la maison. Les hôpitaux ne sont pas toujours accessibles, que ce soit le CHSLD non plus. Alors, que veulent les gens qui font ce choix de l'aide médicale à mourir? Si on départage les personnes qui sont hospitalisées déjà pour une maladie grave X, Y, Z, qui sont décompensées et qui demandent l'aide médicale à mourir alors que la personne est hospitalisée, ça, c'est une chose. Toutes les autres personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, soit elles sont déjà chez elles, soit elles sont dans un lieu plus de chronicité, par exemple. Et donc, les gens vont nous demander l'aide médicale à mourir et tout ce qu'on leur offre, tous mes collègues font exactement la même chose. Où le voulez-vous? Où voulez-vous ce soin? Chez vous, entouré de vos proches ou à l'hôpital? Certains, la semaine dernière, j'ai eu un patient, lui, c'était à l'hôpital. Bon, il vous laisse à l'hôpital. Très bien, c'est parfait. C'est la dignité, c'est le respect de l'autonomie du patient. Beaucoup de personnes demandent l'aide médicale à mourir à domicile parce qu'ils sont entourés de leurs proches. Ils peuvent faire une dernière fête ensemble. Il faut voir qu'est-ce qui se passe avec l'aide médicale à mourir chez ces patients-là. Ils ont souvent, moi je le dis maintenant, c'est une célébration de la vie. Je ne parle pas du patient qui vient de se faire donner un diagnostic de cancer métastatique, stade 4, et qui, bon, il apprend toute la nouvelle, il va mourir prochainement, mais toutes les autres personnes qui voient venir leur décès ou leur déchéance physique et psychologique, ces gens-là vont choisir et c'est le respect de leur dignité, c'est le respect de leur autonomie. Et pourquoi ça ne se ferait pas à la maison? Pourquoi ça ne se ferait pas dans un endroit qui offre sérénité et solennité? Parce que la ministre aussi semble vouloir ne pas définir les lieux. Mais sa loi en définit. Donc, il y a certains qui estiment qu'il y a un cadre légal qui les limite, mais elle dit en même temps, on ne va pas les définir. Ça reste le choix. Est-ce qu'il est important que la personne qui choisit ce soin de fin de vie ait le libre choix du lieu où ça doit se passer? Elle veut en faire un rituel personnel. Ça m'apparaît important. C'est un acquis de nos sociétés. Mais cependant, si on situe la culture comme étant une somme de nos volontés individuelles, on est loin à la fois d'un vivre ensemble et d'une concertation à propos des situations qui sont invivables dans nos sociétés et des situations surtout qui nous permettraient de mieux vivre et à la fois le mourir et la mort. C'est dommage de le dire, mais la mort, c'est... D'ailleurs, on voit la dérive. On voit la dérive parce que déjà dans les rituels funéraires, on ne parlait pas de funérailles, mais on parlait d'hommage ou de célébration de la vie. Alors que là, quand on recule dans le temps en amont, en constrictant le temps, on se retrouve finalement devant ce qu'on énonce comme étant une célébration une cérémonie de la vie. En fait, la mort, elle était complètement évoluée. La signification de la mort, la signification de la séparation, ce que ça signifie, ce qui est justement quelque chose de très... Ça peut être douloureux, mais c'est pas parce qu'on l'ait vécu que c'est moins douloureux et moins angoissant. Est-ce que c'est une façon de l'apprivoiser? C'est une façon, à mon avis, et la vie est générale chez beaucoup de gens en psychologie, c'est une façon tronquée et une façon inefficace, qui est efficace sur le coup, mais après coup, il faut aller voir ce que les recherches nous disent en regard de l'impact. On ne l'a pas encore pour cette question-là de déplacement dans les lieux comme tel, mais il reste que dans l'histoire de l'humanité, la mort, elle a une place. Le mourir a une place. Et à l'intérieur de chacun de ces lieux-là, il y a des émotions qui sont propres et qui se vivent. Et quand elles ne se vivent pas, quand elles sont tronquées sous prétexte qu'elles sont difficiles, elles ne sont pas prises à bras-le-corps, elles ne sont pas assumées, donc elles ne sont pas métabolisées. Et ça crée d'énormes problèmes, autant pour les individus que pour toutes sortes de problèmes qu'on rencontre par la suite dans nos sociétés en santé mentale, c'est-à-dire des dépressions largées, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Ça pose aussi un problème en termes de quel choix de société on fait, quel choix de société fait que la gestion de la mort va devenir une solution à nos problèmes de gestion de la vie. Docteur L'Espérance, là-dessus.
Ouais, ben, comme clinicien, je ne peux pas être d'accord avec plusieurs choses qui viennent d'être dites, mais on n'embarquera pas dans une discussion qui pourrait être extrêmement longue. Je pense qu'il y a deux choses différentes ici. Le choix de la personne qui va décéder et la question du deuil qui doit se faire avant ou après par les personnes survivantes. Ça, c'est autre chose. Il est vrai qu'actuellement, le deuil n'est pas pris en charge et nous travaillons à l'association justement là-dessus, pas seulement que nous, l'association des psychologues aussi travaille sur cette formule d'aider les gens dans le deuil. Mais c'est vrai aussi pour les personnes qui ont l'aide médicale à mourir, comme pour les personnes qui sont en soins palliatifs, qui meurent en soins palliatifs, pour les personnes qui meurent brutalement. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui faisait justement le parallèle entre le deuil vécu par les patients avec aide médicale à mourir, par les familles plutôt, avec l'aide médicale à mourir, et le deuil usuel, si on peut dire. Il n'y avait pas de différence de difficulté ou de perception ou d'aménagement d'une période de deuil. Alors, c'est deux choses différentes. La décision du patient d'aller où il veut et de recevoir l'aide médicale à mourir et la question du deuil chez la famille. Ce sont deux choses différentes. Très bien. On ne dit pas le contraire. Ah non. Alors, le mot de la fin pour vous? En fait, je pense que se pose la question de choix de société et en amont de la mort, dans le traitement que l'on fait de nos conditions de vie qui nous amènent à désirer la mort un peu plus rapidement. Et sans souffrir trop longtemps. Mais c'est évident, c'est le choix qu'on doit faire. Et on a les solutions déjà qui sont diversifiées. On a vu au fil des années, en terminant, Dr L'Espérance également, et vous, Mme Desaulniers, qu'on a voulu changer les rituels de la mort. Ça se passe rapidement maintenant. Les gens nous convient à une célébration en présence d'une urne. Il n'y a plus de rite religieux pour beaucoup de gens. Donc, tout se fait un peu sous le signe de l'hommage à la personne décédée. Mais ça crée un sentiment de mort non réelle. Et ça, c'est un problème parce que les gens sortent de ça puis se disent je m'en rends pas compte parce que la mort n'a pas été touchée, nommée. Et surtout l'effet de la mort. Parce que la mort, c'est pas juste une célébration ou un hommage d'une vie toute extraordinaire soit-elle. Et les gens qui approchent le dernier moment, Dr L'Espérance, puis vraiment très brièvement, là, ils sont conscients que leur choix, c'est leur choix de la mort par rapport à la vie. Ils intègrent la mort dans la vie ou la vie dans la mort? Totalement. Les gens demandent l'aide médicale à mourir après une longue réflexion. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça. Absolument pas. Et je termine en disant que moi, j'appelle tout le temps les proches de la famille, au moins un proche, le plus proche de la famille, dans les quelques jours qui suivent l'aide médicale à mourir pour leur demander comment ils vont. Et la majorité du temps, ça se passe extrêmement bien parce que on arrête la souffrance de la personne qui est décédée. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va faire une réflexion le jour où le gouvernement propose un amendement. Une bonne attitude clinique, ça ne présume pas d'un trait de société. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.